Bonsoir à tous et bienvenue. Pour lutter contre la vie chère, le gouvernement annonce une exonération des droits de douane sur l'importation du blé, une mesure annoncée à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Yacine Idriss Diallo a pris officiellement les rênes de la Maison de Verre pour les 4 prochaines années. Il appelle au rassemblement de tous les acteurs du football ivoirien. Et puis l'ancien président Alpha Condé poursuivi pour assassinat, acte de torture et enlèvement en Guinée. Le gouvernement annonce une exonération des droits de douane sur l'importation du blé pendant les 3 prochains mois. Une mesure annoncée lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Elle vise à réduire les conséquences de la guerre en Ukraine, pays de grande production de blé. Pierre Dipomélin, Harouna Zeba. Après le plafonnement des prix des denrées de première nécessité et la subvention des produits pétroliers, l'État de Côte d'Ivoire vient de décider de 0 taxe de douane à l'importation de la farine de blé. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette mesure complémentaire de lutte contre la cherté de la vie vise à stabiliser le prix de la farine de blé, matière première dans la fabrication du pain et bien d'autres produits de grande consommation. Vous le savez, nous avons eu l'occasion de l'évoquer plusieurs fois ici. Le cours du blé donc à l'international connaît une tendance à la hausse, accentuée par le conflit en Europe de l'Est, notamment donc en ce qui concerne la crise russo-ukrainienne. Compte tenu de la portée sociale du pain, aliment de base issu essentiellement de la farine de blé, cette mesure gèle sur une période de 3 mois les droits de douane exigibles sur les importations de blé afin de maintenir le prix de cette denrée de première nécessité tel que réglementé et de préserver ainsi le pouvoir d'achat du consommateur. Tout cela rentre bien sûr dans les efforts continuels que le gouvernement mène afin de lutter contre la cherté de la vie. La flambée générale des prix des produits de consommation sur le marché a été aggravée par la guerre en Ukraine. Plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire, sont fortement dépendants des pays occidentaux dans l'approvisionnement en farine de blé, d'où la réflexion des gouvernants pour prendre en compte des produits locaux dans la confection du pain. Toujours pour lutter contre la cherté de la vie, Patrick Hachi avait remis des équipements et des intrants agricoles à une vingtaine de coopératives de femmes dans le Vivrier pour s'assurer de l'impact de ce don d'une valeur de 2,5 milliards de francs CFA. Le Conseil national de lutte contre la vie chère a visité l'une de ces coopératives ce mercredi. Nadja Eja, Fulgence Kissiedo. Sur ce vaste site de 50 hectares, Claudine cultive aussi bien en terre qu'hors sol divers produits vivriers pour accroître la capacité de production et faciliter l'écoulement des récoltes vers les marchés qu'elles desservent. Plusieurs femmes du vivrier ont bénéficié de l'appui du gouvernement. Nous avons reçu des tricites et les engrais. Quand il y a assez de produits, on a du mal à remonter vers le marché. Souvent c'est sur la terre parce que le camion ne peut pas descendre. C'est les tricites. Et quand on doit louer, ça nous coûte très très cher. Ça va nous permettre à véhiculer nos produits déjà en dehors du site et aller maintenant vers le marché. C'est donc pour s'assurer de l'impact des dons reçus qu'elles ont été visitées par la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère. Nous constatons vraiment avec joie le travail formidable qu'elles font pour approvisionner nos marchés au quotidien. Pour vous donner un exemple, ce champ, c'est à partir de ce champ-là qu'il y a un certain nombre de marchés comme le marché de la GESCO, comme le marché d'Adjamé, qui sont approvisionnés à partir de ce champ-là. C'est une vingtaine de coopératives qui ont reçu les dons, mais là où nous trouvons par exemple un champ de 52 hectares qui produit à la fois des aubergines, de la tomate, du piment, du gombo. Et elles produisent, par exemple, si on prend du manioc également, et donc si on prend en termes de tonnage, c'est plus de 9 tonnes, hein. C'est ça, plus de 9 tonnes pour chaque spéculation. Et donc c'est l'ensemble de ces produits-là qui sont acheminés sur les marchés à Abidjan. Un constat satisfaisant pour l'émissaire du gouvernement.
Pour ces femmes nourricières, c'est surtout l'espoir de se tourner vers une agriculture moderne afin de garantir la disponibilité constante du vivrier à des coûts abordables. En 2019, le PASEC a publié un rapport sur l'école ivoirienne soulignant d'importantes défaillances. Dans 2 ans, ce programme évaluera à nouveau le système éducatif de la Côte d'Ivoire. Pour préparer 2024, Marietou Koné a rencontré des experts du PASEC afin de s'imprégner des conclusions de 2019. Salif Yalekwe, Mathieu Rimbadé. Le programme d'évaluation des apprentissages des systèmes éducatifs des pays de la Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, regroupant les pays de la francophonie dans la Côte d'Ivoire, évaluera les élèves du secondaire en 2024. Pour mieux préparer cette échéance, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a entamé mercredi une série de rencontres afin de mieux s'imprégner de l'évaluation passée en 2019 qui avait révélé des défaillances dans le système éducatif ivoirien. Une occasion pour la ministre Marietou Koné d'interpeller les parents d'élèves afin qu'ils s'impliquent dans l'éducation et la formation de leur progéniture. Les parents qui pensent qu'il faut laisser les enfants aux mains des éducateurs, mais le parent lui-même est le premier éducateur. Donc il faut une meilleure collaboration entre l'école et il faut un changement de comportement à tous les niveaux. Chez les enseignants, chez les parents d'élèves, chez les élèves eux-mêmes. Mais pour le faire, quelqu'un ne peut pas s'asseoir dans un bureau. Il faut que nous réfléchissions. Et les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation sont pour nous une boussole. Le PASEC demeure un outil de référence d'évaluation de la pertinence des politiques éducatives des pays de l'Afrique subsaharienne. Parmi les forces, il faut citer le début de scolarité où, en mathématiques, les élèves étaient bons. Les faiblesses en lecture, surtout à la fin de la scolarité, mais aussi en mathématiques à la fin de la scolarité. En principe, les élèves qui achèvent le primaire devaient être plus performants. C'est-à-dire qu'en début de scolarité, on comprend qu'il y a des difficultés, parce qu'on l'a dit, notre enseignement, c'est en français. Ce n'est pas notre langue maternelle. Donc, le début de scolarité devrait être plus difficile, alors qu'à la fin de scolarité, quand on regresse, ça pose problème. Ça veut dire que dans leur parcours, quelque part, les élèves ont fléchi. L'effet maître, pour parler des enseignants, explique seulement à hauteur de 37% les performances des élèves. Donc le reste, c'est quoi? C'est l'encadrement des parents, c'est l'environnement de l'école, c'est le leadership du directeur d'école. Donc, mais aussi, on a parlé de motivation. Si l'enseignant est bon, mais qu'il n'est pas en classe, s'il est en dehors de la classe. Vendredi prochain, dans la même veine, ce rapport 2019 sera présenté au grand public, notamment les acteurs de l'éducation, les partenaires techniques. Les inscriptions pour le concours Miss Mathématiques sont ouvertes. Plus de 500 participantes sont attendues cette année. Ce concours vise à inciter les collégiennes et lycéennes à s'orienter dans les disciplines scientifiques afin de s'offrir de meilleures chances d'insertion professionnelle. Thiemé Danger, Mathieu Rimbadé. Le concours national Miss Mathématiques reprend ses droits pour le lancement de l'édition 2022, précurseur dont le professeur Saliou Touré et nouvelle génération à embrasser et à promouvoir cette discipline sont réunis au lycée Sainte-Marie de Cocody. Occasion pour eux de relever le sens de cette couronne qui met en compétition les jeunes filles des lycées et collèges du pays. Nous avons créé la Société mathématique de Côte d'Ivoire en l'an 2000, qui fut proclamée année mondiale des mathématiques par l'UNESCO. Nous avions constaté qu'il y avait peu de filles qui faisaient des sciences, peu de filles qui faisaient donc des mathématiques. Nous n'avons pas trouvé cela normal. Nous avons donc demandé au ministre de l'Éducation nationale de l'époque de nous autoriser à ouvrir ce concours. Les filles ne sont pas légion dans les classes scientifiques. Donc il faut les motiver et les encourager à s'inscrire plus nombreuses dans ces séries-là et à prospérer. Quand la femme est instruite, elle est éduquée, c'est toute la nation qui est éduquée. Donc nous avons intérêt à tout faire pour que les femmes excellent en mathématiques. Parrain de ce concours de valorisation du leadership féminin en mathématiques, Iancier sonnait pour sa part la mobilisation des candidates, dont plus de 500 sont attendues le 21 mai prochain pour la compétition. Chères filles, chères petites filles, vous avez beaucoup de chance.
la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire travaille à être parmi les meilleurs. Et vous devez être celle qui impulse cette démarche-là. Vous devez être celle qui doit être demain nos modèles, nos fiertés. Aujourd'hui, assises devant nous, jeunes filles, demain, on voudrait vous voir, vous, des femmes, des enseignantes, des brillantes mathématiciennes qui aideront le pays à aller de l'avant. Ce concours national porte sur le programme scolaire et des connaissances de culture générale en lien avec la discipline pour jauger l'intellect des candidates, appelée AICO, le drapeau des mathématiques en Côte d'Ivoire. Si vous êtes sans emploi ou jeune diplômé en quête d'expérience professionnelle, ce programme pourrait fortement vous intéresser. L'exécutif a mis en place la deuxième phase de son programme social dénommé l'école de la deuxième chance. Ce programme a été présenté à la tribune du Centre d'information et de communication gouvernementale. Mythilène Légré, Fulgence Kissiedo. L'école de la deuxième chance vise à donner aux diplômés et aux sans-emploi l'opportunité d'une meilleure insertion professionnelle à travers une formation qualifiante. Invité à la tribune d'échange Tout savoir sûr du CICG, le directeur de cabinet adjoint du ministère en charge de la formation professionnelle a apporté des précisions sur ce programme d'insertion. Après les 2 mois de formation, va s'ouvrir une période de stage de 3 mois au sein des entreprises. Et donc, à la fin des 5 mois de formation, il est bien entendu évident que l'adéquation formation-emploi pour ce projet-là sera assurée. Et derrière, si cette adéquation formation-emploi est assurée, il y a l'insertion des jeunes. Les jeunes désirant adhérer à ce projet ont salué cette initiative du gouvernement. Je remercie le gouvernement qui soutient la jeunesse actuellement aujourd'hui, le pays est dur. Moi, je veux seulement travailler pour avoir un peu. Voilà, que ce soit n'importe quel travail, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit civil. Ce qui m'arrange, moi, je peux le faire. C'est une bonne décision, c'est une bonne initiative du gouvernement. Ça va vraiment aider les jeunes, comme il avait dit, diplômés, non diplômés, à vraiment s'insérer dans la société. Je pense que vraiment, c'est une très bonne idée du gouvernement. C'est la phase 2 du programme social. L'objectif est de réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Il envisage d'ici à 2030 former et insérer 400 000 jeunes. C'est la fin d'un feuilleton à multiples rebondissements. Yacine Idriss Diallo a pris officiellement fonction ce mercredi. Le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football a appelé au rassemblement de tous les acteurs du football ivoirien et a défini ses priorités à court terme. Salif Yadekwe, Chèque Bleu. Passation de charge à la Fédération ivoirienne de football entre la présidente du comité de normalisation, Mariam Dao Gabala, et le 13e président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, élu le samedi 23 avril dernier à Yamoussoukro, après un long processus électoral. Yacine Idriss Diallo appelle au rassemblement de tous les acteurs du football ivoirien. Je suis et je serai le président de tous, avec pour objectif premier de rassembler autour de notre passion commune, le football. Les joutes électorales sont terminées. Il n'y a plus de place pour la division. Un de mes engagements de campagne prévoyait un comité exécutif de 25 membres. Je souhaite donc, à l'occasion de la prochaine Assemblée générale extraordinaire, proposer aux membres actifs cette modification qui permettrait de passer de 20 actuellement à 25. Et les 5 nouveaux membres seront 3 issus de la liste de Sori et 2 issus de la liste de Didier pour venir nous rejoindre. Le nouveau président de la FIF a dévoilé des noms des acteurs de premier plan de la Fédération ivoirienne de football, notamment le directeur exécutif. Je procéderai à la désignation du directeur exécutif et à sa nomination, qui est Armand Gourou. Je nommerai donc l'aîné Salif Bictogo, président de la Ligue professionnelle. Je nommerai aussi le député maire de Gagno Aïssouf Diabaté, président de la Ligue amateur. Je lancerai dès ce soir un appel à candidature pour les postes de sélectionneur et sélectionneur adjoint de l'équipe nationale A. Nous avons un défi majeur important. On ne peut pas prendre des décisions dans la précipitation. Donc on va faire un appel à candidature et nous allons choisir
je dirais, les entraîneurs qui accompagneront notre équipe dans le cadre de la CAN 2023 et après. La présidente du comité de normalisation, en fonction depuis janvier 2021, est revenue quant à elle sur les grands axes de sa mission, entre autres le toilettage des textes, des réformes juridiques, administratives, avec la mise en place d'une assurance pour les joueurs et les encadreurs. Et puis à l'étranger, je vous le disais, la justice guinéenne annonce ce mercredi des poursuites contre l'ex-président Alpha Condé et 26 de ses proches pour assassinat, actes de torture et enlèvement. Le récit de Pierre Dipomela. Parmi les personnalités guinéennes visées par les poursuites judiciaires, se trouve en tête l'ex-président Alpha Condé, renversé par les militaires en septembre 2021, ensuite un ancien président de la Cour constitutionnelle, d'anciens présidents de l'Assemblée, un ancien Premier ministre et une foule d'anciens ministres, députés et responsables des services de sécurité. Elles figurent toutes sur la liste noire du procureur Alphonse Charles Wright. L'ancien président guinéen et ses proches sont accusés de meurtre, assassinat et complicité, disparition forcée, détention, enlèvement, actes de torture, coups et blessures volontaires, viols et agressions sexuelles, ou encore actes de pillage. Au vu des réquisitions du procureur général, les investigations ont planché essentiellement sur les 2 dernières années à la présidence d'Alpha Condé. Selon le magistrat, les poursuites ont été lancées à la suite d'une plainte du Front national de défense de la Constitution FNDC, un collectif qui a mené pendant des mois, à partir d'octobre 2019, la contestation contre la candidature d'Alpha Condé aux précédentes élections. Alpha Condé, gardé prisonnier par les militaires après le putsch, avait finalement été autorisé en janvier à se rendre aux Émirats arabes unis pour y être soigné. Il est rentré en Guinée mi-avril. La junte assure qu'il est libre de ses mouvements. Cette poursuite judiciaire intervient au moment où la Guinée est exposée aux sanctions de la CEDEAO, qui attendait un calendrier raisonnable de la durée de la transition militaire. Après avoir entretenu le flou, Mamadi Doumbouya, le président de la junte, a annoncé que la période de la dite transition qui précéderait le retour des civils au pouvoir, et au cours de laquelle il dit vouloir une refondation du pays, durerait 39 mois. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.